heureuse de vous retrouver ce soir dans la Libre Antenne pour 2 heures de direct avec vous. Et pour tous les fidèles auditeurs d'Europe 1, j'imagine que vous avez suivi attentivement les corrigés du bac de philo de Raphaël Enthoven. Je n'aurai donc pas la prétention de vous proposer aucun corrigé d'aucune sorte, mais je vous avouerai que j'ai aimé plus d'un sujet cette année et celui sur le désir a particulièrement retenu mon attention. Parce que c'est le sujet de la Libre Antenne. Savons-nous toujours ce que nous désirons ? Eh bien non, justement, et c'est bien ce qui nous fait souffrir. C'est l'immense paradoxe sous-entendu par cette question. À la fois, on désire et on ne sait pas toujours ce que l'on désire. D'où l'importance de se connaître pour découvrir la source de son désir et qu'il ne soit ni superflu ni imaginaire. Quand le désir est sans objet ou trop multiple, alors il devient manque et inquiétude fondamentale d'un sujet très indéterminé. L'insatisfaction de son désir n'est rien d'autre que l'insatisfaction profonde du moi. La question du désir, c'est donc celle de ce que nous voulons être, et l'insatisfaction peut s'apaiser dès lors que nous accédons à notre moi profond. Les objets de désir auront alors moins d'importance, car différents objets pourront adhérer à ce moi profond une fois qu'il aura été clairement identifié. Une sorte de rencontre, en somme. Le désir suppose la capacité de prendre conscience de soi-même, puisque pour chercher à le satisfaire, il faut être capable de se donner un but et d'envisager les moyens d'y parvenir. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu est de passer du désir de l'objet au désir d'être sujet que l'on peut combler en se connaissant mieux. Cela tombe bien parce que c'est aussi l'enjeu de cette émission. Vous aider à mieux vous connaître, à être en conscience de vous-même et donc à connaître l'objet de votre désir. Allez, nous partons à la recherche de ce fameux désir, ou si vous préférez, à une plus grande conscience de vous-même. Appelez-nous au standard, au 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Corentin, sous l'œil attentif de Maxence Desktop qui radie cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, écrit en majuscule, ou nous adresser un mail sur europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Alors, écoutez, ce soir, je vous appelle parce que j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Oui, vous avez une petite voix, j'allais vous dire. Alors, je ne vous connais pas, mais j'entends une toute petite voix. Oui. Oui, parce que ça dure depuis pas mal de temps. Oui. Mais là, je crois que j'arrive à un épisode de ma vie où je n'aurais jamais cru arriver. Oui. Voilà, je viens d'être mamie depuis le 6 octobre. Et c'était mon rêve, hein, parce que quand j'étais jeune, j'ai perdu 3 bébés, il ne me restait plus que mon fils. Donc le fait de devenir mamie, pour moi, ça a toujours été... C'était retrouver un bébé. Oui. Voilà. Et puis, je ne sais pas, c'était vraiment quelque chose que j'attendais très énormément. fort. Oui. Bon, malheureusement, en 2008, ça a commencé en 2008. Ma soeur s'est suicidée. J'ai l'impression qu'à partir de là, tout est dégringolé. Comme j'explique souvent à ma psy, j'ai l'impression que tous les placards de la cuisine sont tombés par terre et que j'arrive plus à ranger. En 2009, j'ai pas fait de dépression à ce moment-là. Hein. En 2009, je suis tombée sur le dos et j'ai l'impression que ça ne m'a pas arrangée. En 2010, ma mère est tombée, j'ai essayé de la relever, je me suis cassé la 2e lombaire. Encore le dos. Et en janvier 2010 et en mars 2010, j'ai perdu mon père. Donc, disons que j'étais déjà pas mal affaiblie. Suite à ça, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Et en 2013, cancer de la vessie. Donc, je pense que c'était déjà beaucoup. Et quand j'ai su que j'allais être mamie, j'ai l'impression que ça m'a donné des ailes. En 2014, j'ai été opérée 3 fois
pour 3 fois le cancer avec chimio. Et ce qui fait que je n'étais pas tout le temps présente non plus. Oui. Et j'ai eu l'impression que le jour où on m'a annoncé que j'allais être grand-mère, bon, c'était bien. Mais j'ai eu l'impression qu'à partir de ce jour-là, ma belle-fille a changé. Bon, je l'avais reçue à la maison quand ils se sont installés ensemble, puisque mon fils il n'avait pas du tout l'intention de partir. À 25 ans, elle était partie fâchée de chez elle parce qu'elle était jalouse de son frère, elle ne supportait plus son frère. De ce fait, son frère est parti vivre dans le Cantal. Suite à ça, ils ont eu un petit chien. Ça se passait très bien. C'était une fois chez ses parents, une fois ici, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que la petite chienne, elle nous avait pris vraiment en affection et qu'elle était heureuse de venir ici et qu'elle nous cherchait. Et puis un jour, en rentrant de voyage, elle s'est rendue compte qu'elle lui faisait moins de fêtes. Du coup, on n'a plus jamais eu le droit d'avoir le petit chien. Et tout à l'avenant. Jusqu'à ce qu'elle accouche, et puis je l'ai eue à la maison. J'ai toujours été bien avec elle. Et là, aux dernières fêtes des mères, elle est arrivée, elle s'est installée et elle a pris son portable et elle s'est mise à jouer avec. Alors j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Elle m'a dit rien. J'ai dit Jessica, quand même il y a quelque chose. Oh pardon, excusez-moi, j'ai dit un prénom. Et là elle m'a dit vous semblez oublier simplement une chose, c'est que vous avez un fils. Alors là je suis tombée, mais alors pas de ma chaise, mais du haut d'un building. Je lui ai dit là je ne comprends pas. Elle me dit oui. Je me souviens d'une année où vous ne lui avez pas offert d'anniversaire, de cadeau d'anniversaire. J'ai dit écoute, je m'en souviens pas, ça se trouve t'étais pas devant. Et souvent, il a quand même 36 ans. Si je lui offre pas à son anniversaire, je lui offre à Noël. Elle me dit rendez-moi ma fille parce que c'est pas votre fille. Je dis mais j'ai jamais considéré que c'était ma fille. C'est ma petite fille. Et elle m'a dit de toute manière, je ne veux plus jamais vous voir. De toute manière, on ne vous voit que tous les 3 mois. C'est très bien comme ça. J'ai dit écoute, je passe ma vie dans les hôpitaux. Donc entre la chimio et les opérations, je ne peux pas venir plus. Elle me dit moi ça me convient très bien. Depuis que la petite elle est née, vous arrêtez pas. Il faut vous voir tous les mois. C'est faisable. Je dis c'est normal. Ça m'apporte du bonheur. C'est mieux pour moi. Et là, elle m'a répondu de votre maladie, je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Oula. Ces mots-là, Françoise, ouais. Oui. Ouais. Et de toute manière, il y a beaucoup de. Je n'en ai rien à foutre, je ne veux plus vous voir, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, elle a pris la petite. Mon fils a suivi, il est venu chercher son chien, ils sont partis. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Ça date de quand? Octobre, ça? Non, elle est née en octobre, non. La petite. La fête des mères, là, au mois de mai, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, alors la question qu'on se pose en vous écoutant tout de suite qui me vient, mais c'est quelle mouche l'a piqué? Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que on sent dans ce que vous racontez, hein, Françoise, que il y a quand même quelque chose qui lui appartient. Enfin, voilà, vous êtes malade, vous devez vous battre contre une maladie épouvantable. Alors, votre fils, lui, comment lui il se comporte vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il est justement un peu attentif à sa maman qui va pas bien? Non, il est pris par elle. Totalement, mais parce que bon, petit à petit, je suis pas toute seule. Hein. J'ai quand même une psy qui me suit justement depuis tout ça que Et votre mari, non, le papa de votre fils? Non, c'est pas ça. Enfin, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. D'accord. Donc vous avez un compagnon. J'ai un compagnon qui, quand il y a eu des soucis, n'importe quoi, il essaye de le joindre, mais il ne répond pas au téléphone. C'est pas son papa, non. Non, mais il ne répond pas. Ouais. Voilà, il a décidé de ne pas répondre. Mais vos relations étaient comment avant, Françoise, avec votre fils? C'est pour ça. Ouais. C'était bon, on n'a pas du tout les mêmes. Lui, il est très, très austère.
très austère, très, Distant avec très vous, vous diriez? introverti. Très Ouais. introverti, alors que moi je suis extravertie, j'aime bien rire, et lui, le fait que l'on puisse rire de tout et de rien, c'est pas normal. Lui, il ne se rend pas compte. Enfin, c'est pareil. J'ai la marraine de mon fils quand la petite est née. Elle nous avait invités. Moi, j'avais dit, je n'y vais pas comme ça. Tu verras, ils seront à Saunaise, parce que j'avais bien senti qu'il y avait un changement. J'ai dit, toi, en étant toute seule, tu vas bien. Ils seront plus à l'aise pour sortir, pour parler. Et en fin de compte, ma cousine m'avait dit, bon bah ok, je te rappellerai à l'occasion pour te dire comment ça s'est passé. Et en fin de compte, elle m'a rappelé le soir même en me disant, mais c'est pas possible. Quelle mouche ils ont tous les deux, ils t'en veulent à mort, mais de quoi ils ne savent pas. Ils ne savent pas le dire. Mm. Oui, c'est Euh, ça, c'est qu'il non, pourrait y avoir un dialogue. voilà. Moi, j'ai l'impression que voilà que vous seriez en mesure d'accueillir ou d'écouter d'éventuelles colères ou reproches, mais là, il Oui, n'y a rien, c'est justement, compliqué. il y a rien, il y a rien. Mm. Le seul Enfin, reproche il y a qu'elle m'a quelque fait, chose, c'est mais que c'est pas dit. Oui. non, ce n'est Mm. pas dit, Mm. puisqu'elle me dit que j'ai oublié un anniversaire. Mm. Bon, on oublie un anniversaire d'un enfant quand il a 5 ans, c'est grave. Mais l'anniversaire d'un monsieur qui a quand même 35 ans passé, c'est pas si grave que ça. Oui, surtout avec tout ce que vous avez, j'ai envie de dire, sur le dos, avec votre dos, voilà. Mm. Voilà. Mm. Et bon, je sais que je l'ai pourri gâté parce que j'ai perdu des bébés. Ouais. Mais j'ai l'impression que pour lui, sa vie, Que tout devrait ça n'a tourner pas été autour de ça. lui. Non, mais que tout devrait tourner autour de lui si vous l'avez pourri Oui, gâté. oui, Voilà. oui, 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 Voilà. oui. Donc il est habitué à ce que les planètes et notamment maman tournent autour de lui et Voilà. que comme maman est Et très ben là, elle est occupée, absente, c'est-à-dire qu'elle ne non mais sera. elle est très occupée Voilà. par elle-même et on la comprend. Il y a de Oui, quoi. Donc elle a d'autres voilà. combats à mener, sa maman. Mm. Ça c'est comme si c'était contre lui. Et c'est qu'il doit certainement, tous les deux d'ailleurs, parce qu'elle a dû fusionner avec ça, elle, quand elle vous fait un reproche pour anniversaire, c'est qu'ils sont Bah, écoutez, très auto-centrés, et il est oui, tellement habitué, sans doute, ce fils, à ce que tout tourne autour de lui, parce que maman toujours aux petits soins avec lui, tout d'un coup, alors que vous avez raison, il est adulte, mais il est peut-être encore très, très immature par rapport à vous. il est totalement Ouais. immature. Et il supporte Mais pas que vous ayez d'autres combats à mener que son propre petit confort. bah, Hmm. je ne sais même pas, parce qu'à Noël, je suis rentrée avec les cadeaux que j'avais faits. Mais des amis m'avaient envoyé des cadeaux. Et ça a été la bagarre, quoi. Enfin, j'ai été mais alors meurtrie parce que je suis arrivée avec les cadeaux. Oui. Pour la Euh, petite, hein, quand elle est née. pour la petite, Oui. Hmm. quand elle est née, Hmm. des cadeaux que les amis m'avaient faits, et Oui. ben, elle les a déposés par terre sans les ouvrir, quoi. Oui. Bon, ça, si elle venait C'est le d'accoucher. chien. Oui, non. Non, 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 non. non. Le chien avait le droit de rentrer dans la boîte, renifler tout, mordiller. Et là, on a commencé à dire aux amis, arrêtez d'envoyer des cadeaux parce que elle n'en veut pas, elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. À Noël, pareil, elle a sorti les cadeaux en les envoyant en l'air. Elle était assise à table et de un et de deux. Et tout à l'avenant, du coup, écoute, j'ai dit, je les ramène. J'ai des petites nièces, elles vont être enchantées, elles, de les avoir, les cadeaux. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et souvent, Qu'est-ce quand que je m'en vous ne suis. comprenez pas, Françoise? Leur attitude. Pourtant, vous voyez, on trouve ensemble quelques explications. C'est-à-dire, vous me dites, il a été très gâté, elle est peut-être elle aussi là-dedans. Ils sont très auto-centrés. Donc, vous n'existez pas, ou si vous existez, vous devez exister pour eux. Mais ce que vous vivez, il y a ni altruisme, ni empathie, ni humanité dans leur comportement. C'est ça qu'on comprend. Ouais. Alors, effectivement, pour vous, c'est peut-être difficile. Morbide, enfin, la limite, parce que je veux. Jalousie, ça voudrait dire qu'elle vous envie. Vous pensez que c'est ça? Ah bon? Oui. Elle vous envie de quoi? De tout, parce que Qu'est-ce qu'elle vous jalouse? On était devenus amis avec ses parents, parce qu'il s'avère que son père, je l'avais connu, c'était une coïncidence extraordinaire, je l'avais connu il y a 40 ans. Oui. Et on a découvert par le plus grand des hasards, en parlant d'un copain que j'avais eu quand j'étais jeune,
qui était motard et que tout ce que je me souvenais de ce garçon, c'était sa combinaison de moto. Et là, son père s'est levé, il est sorti, 40 ans après, il est sorti avec la combinaison de moto. Et ça a été irrésistible. Oui, oui. On s'est dit, ça fait 45 ans qu'on se connaît, ça fait 7 ans qu'on se côtoie et on n'a jamais on s'est jamais reconnus, quoi. Et donc, on avait pris l'habitude, ses parents et nous, de sortir. D'accord. Et aujourd'hui, vous entendez toujours bien avec ses parents? Non, pas du tout. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que déjà, je leur avais dit, si vous voulez, on va au restaurant. Elle m'a dit, tu sais, ma fille n'aime pas trop qu'on sorte ensemble. Bon, c'est pas de la jalousie, c'est du territoire, c'est du pouvoir. Mais qu'est-ce qui fait, enfin, ok, leur fille aime peut-être pas trop, mais enfin, vous vous entendez bien. Et vous me dites qu'il y avait une amitié avec le père. Disons qu'elle s'était fâchée avec sa grand-mère et avec son père, parce que sa grand-mère lui avait dit qu'elle était très pingre et très égoïste, que c'était pas bien. Elle s'était fâchée avec son père. Et quand ils m'ont appelé pour le dire, j'ai dit, écoutez, vous avez passé l'âge où on se dispute avec papa, maman et mamie parce qu'elle n'a pas dit ce que vous attendez. Vous êtes grand maintenant. Et ça ne leur a pas plu du tout. On m'a dit, tu ne t'en mêles pas, ça ne te regarde pas. Oui. J'ai dit, bon. Oui, c'est peut-être un peu de maladresse. Et du coup, ils n'étaient pas contents. Ouais. Non. Pareil, il était un petit peu fâché avec ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère n'arrêtait pas de lui dire appelle-moi. Lui, il travaille, ma mère. Et puis, il a coupé les ponts avec elle parce qu'elle l'enquiquinait à toujours lui dire appelle-moi. Ouais. Elle n'avait qu'à l'appeler lui, elle. J'ai dit, toi, tu travailles. C'est toi qui l'appelle. Oui, Françoise, moi, quand je vous entends, je me dis, voyez, quelle situation, quelle solution vous avez dans la situation que vous vivez, parce que, mais non, vous n'en avez pas, et que là, vous avez besoin de réunir vos forces en ce qui vous concerne, parce que vous avez un combat difficile et douloureux à mener. Donc vous savez, on disait dans le temps se faire du mauvais sang. Moi, ce que j'entends, c'est que vous vous faites du mauvais sang. Oui, parce et que s'il y a une chose que vous, pas. Oui, mais s'il y a une chose que vous pouvez faire, Françoise, c'est arrêter de vous faire du mauvais sang parce que vous avez beaucoup espéré sur cet enfant qui n'est. D'accord, vous êtes grand-mère et j'entends et que des grands-parents ont des droits qui ont été reconnus aujourd'hui, mais c'est pas votre enfant, donc ce bébé remplacera pas vos bébés. Mais non, mais ça c'est fini. C'est pas du tout. Mais alors, les enfants, ces bébés, bon, c'était fini pour moi. Alors pourquoi vous lâchez pas là? C'est justement ce que demandent les auditeurs. Et il y en a un qui dit votre fils est ingrat, il se préoccupe pas de vous et surtout de votre santé. S'il veut pas vous parler, votre belle-fille non plus, laissez-les. Qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez pas? Le fait d'être mamie, quand même, c'est important. Oui, j'entends bien, mais... C'est la suite de la vie. Oui, vous avez raison. Bien sûr, Françoise, c'est très important. C'est même important pour la petite fille d'avoir aussi une grand-mère. Mais c'est sans doute ni par... j'allais dire une forme de pression, de réclamation, peut-être avec un petit mot en disant que vous êtes très triste et que en plus, ayant tous ces soucis de santé, vous auriez aimé que quelque chose puisse se tisser au moins dans l'âge de cet enfant, dans son très jeune âge. Maintenant, ce sont les parents qui vont rester décisionnaires, à moins d'en passer par la justice. Et je suis pas certaine que, vu les relations, bon, vous pouvez, c'est encore une voie aujourd'hui qui est possible. Mais vous savez, dans la vie, il faut choisir ses combats. Et il me semble que vous en avez un très très fort à mener, qui est le vôtre, qui est votre santé, qui est votre corps. Oui, mais justement, c'est ça. C'est pour ça que je me sens mal, c'est que je ne suis pas maître de mes pensées. C'est-à-dire que le soir, je me couche, je rumine ça. Oui, je comprends. Le matin, je me lève, la première chose à laquelle je pense, c'est-à-dire que je n'ai pas encore posé un pied par terre, que je prends déjà un cachet. Quand vous dites qu'on n'est pas maître de ses pensées, on n'est pas toujours maître de ses émotions, mais de ses pensées, on peut y faire quelque chose pour décider
de clore un sujet, de tourner une page, comme on tournerait la page d'un livre. Mais c'est de l'ordre de la décision. On n'est pas maître dans le sens que tant qu'on ne prend pas la décision de penser autrement que ce qu'on pense, on continue à y penser. Mais si à un moment donné, parce que là, c'est un peu comme si tous les matins, vous faisiez une piqûre de poison. C'est quand même tous les matins, vous vous intoxiquez avec tout ça. J'ai enlevé toutes les photos de la petite. Oui. C'est-à-dire que j'ai enlevé les photos pour ne pas dire je vais tourner la tête, je pense à elle. Non, j'ai enlevé les photos de mon téléphone. J'ai enlevé les photos de oui, mais ça vous obsède encore plus de les avoir enlevées. Pardon ? Alors, ça vous obsède encore plus de les avoir enlevées. Non, je pense pas. D'accord. Non, parce que j'ai d'autres. D'accord. Si vous pensez que c'est bien. En plus, j'ai des amis qui ont des enfants et les enfants nous appellent papy et mamie numéro 3. Eh bien, formidable. Alors, mettez le cap sur ces petits enfants-là. Parce que même eux, ils étaient jaloux. Eh ben, mettez le cap. On leur racontait des anecdotes, vous savez, avec les enfants, on a fait ceci. Et un jour, il m'a dit, mais arrête de nous raconter ça, ça nous intéresse pas. Oui, peut-être qu'il voyait ça comme une expression. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il est très autocentré, tout ce qui l'envoie hors de son cercle à lui est vécu comme quelque chose qui est contre lui. Donc tout ce que vous faites, ce que vous dites est vécu comme quelque chose contre. Donc, oui, mais le souci, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas avoir de conversation. Non, mais lâchez. Françoise, dans ces cas-là, on lâche. Oui, mais on ne dit rien. Non, mais c'est pas rien dire, ça, c'est pas grave, dire ou pas dire. C'est pour vous, là, moi, je parle de quand vous me dites que vous vous levez le matin, que vous y pensez que vous devez prendre un cachet pour vous calmer. Ah, mais dès que j'ouvre un œil, je me dis, Françoise, comment je pourrais faire? Oui, vous occupez vraiment et prendre très à cœur votre état de santé parce que là, c'est un peu comme si tous les matins, ce que je vous disais, vous inoculiez un poison. Donc, décidez de ne plus vous inoculer de poison. Mais ça s'appelle de l'ordre de la décision. Je décide qu'à partir de demain, je vais plus me focaliser sur ce sujet-là et je vais m'intéresser à mes traitements, à aller bien, à faire des choses qui me font du bien parce que mon corps le réclame. Parce que vous m'avez raconté en 2009, vous tombez sur le dos. En 2010, vous vous recassez quelque chose, une lombaire de la colonne vertébrale. En 2013, on vous déclare un cancer. Vous êtes opéré 3 fois en 2014. Enfin, vous voyez, je vous le renvoie pour que vous preniez ça vraiment très au sérieux. Mais justement, c'est que maintenant, je vais mieux. Au lieu de faire de la chimio tous les 3 mois, j'en fais tous les 6 mois. Je me dis, je vais avoir autre chose à voir que les hôpitaux. Mais ça, pour l'instant, non. Mais oui, mais tant que vous restez... Vous savez, je faisais ma petite introduction sur le désir. Alors, vous êtes focalisé sur ce désir-là et vous faites face à ce qu'on appelle de la frustration. Vous êtes excessivement frustré jusqu'à en souffrir énormément. Oui. Alors, quand on ne peut absolument pas obtenir ce qu'on désire, c'est comme en amour, quand on aime quelqu'un qui ne vous aime pas, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez jusqu'à l'avoir? Non. Donc, si vous ne lâchez pas un petit peu quelque chose, peut-être que en lâchant justement un peu de ce désir, peut-être qu'il pourra revenir vers vous. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais pour l'instant, ouais. Mais justement, on m'avait dit de toute manière, quoi que tu fasses, tu auras tort. Si tu ne leur achètes rien, on va dire, tu n'achètes rien. Si tu achètes quelque chose, on va te dire, tu l'achètes trop. J'ai l'impression justement que c'est pour ça que j'appelle, parce que quand ma psy, j'avais commencé à lui raconter comment il réagissait. Au début, je vous dis, elle essayait de me dire, bon, allez, prenez ça à la légère, sortez-vous par une pirouette. Et je me disais, mais bon, si on ne peut pas s'en sortir par une pirouette. Et je vous assure que je suis la reine des pirouettes. Essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Et jusqu'au jour où je lui ai dit, voilà ce qu'ils ont fait à Noël. Et elle m'a dit, écoutez, alors là, c'est la première fois de ma vie que je dis ça, vous avez affaire à 2 connards. Elle m'a mis sous antidépresseurs et puis les barrettes et puis voilà. Et elle me dit pour l'instant il faut que vous fassiez une carapace
et les antidépresseurs vont vous aider à faire une carapace. Ouais. Et heureusement que j'ai les antidépresseurs parce que là, je ne sais pas où j'en serais. Il y a Nini je me qui dis- dit... Oui, allez-y. Ah, je ne sais pas, et c'est pour ça que quand la dernière fois que j'étais la voir pour lui raconter ça, elle me dit, bah écoutez, vous avez le droit de la voir, vous allez chez eux, vous sonnez, vous leur dites, je ne reste pas longtemps, je viens juste faire un C'est une baiser à bonne ma idée. petite fille. Bien sûr. Et alors, vous Donc ça, l'avez fait? Non, Pourquoi? parce que Vous craignez qu'elle soit trop désagréable avec vous, votre belle-fille? Oui. Oui, mais voyez, c'est là où vous n'êtes pas dans votre objectif. Parce que du coup, la relation avec votre fils et votre belle-fille encombre complètement la relation avec votre petite-fille. Si vraiment c'est ça qui compte le plus, et ben effectivement, vous allez juste la voir et vous ne tenez pas compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font avec vous. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans votre axe. Parce qu'il n'y a rien à faire manifestement, vous voyez, avec eux. Mais vous en continuez quand même de vous empoisonner. Moi, c'est juste ça que je vous retourne. Il y a Nini qui dit, peut-être pouvez-vous écrire sur un cahier toutes vos pensées, vos émotions, marquez ce que vous aimeriez leur dire pour vous libérer l'esprit. Pensez à vous et prenez soin de vous. Ça me semble vraiment important que vous arrêtiez de ruminer ce qu'ils sont, ce qu'ils vous font, ce qu'ils ne vous ont pas fait, ce qu'ils vous ont dit, ce qu'ils ne vous ont pas dit, par le moindre détail. Vous voyez, vous ruminez, et c'est vrai, vous le dites vous-même d'ailleurs. Ah oui, Et ça, à un moment donné, c'est stop. C'est comme, voilà, c'est tout acte qu'on pose dont on sait qu'il est dangereux pour soi. Et vous vous mettez toute seule en danger. Personne ne va vous sauver de ça. Et aucun psy ne le fera. Je me dis, bon, si je lâche, ils vont me reprocher que je ne m'intéresse pas à la petite. Et si je ne me lâche pas et que j'y vais comme ça au culot, je ne suis pas assez culottée déjà au départ. Ouais. Et vous avez peur d'eux. Mais elle est intrusive. Non, mais vous avez peur d'eux. Mais si vous venez, j'allais dire avec le sourire que vous pouvez, celui qui vous est possible, on va dire comme ça, et que vous rassemblez votre courage et vous dites, moi, ce qui compte le plus, c'est de la voir. Vous voyez, qu'est-ce qui compte le plus? C'est de la voir ou qu'eux vous considèrent? Eux ne vous considèrent pas. Ça, c'est une chose, c'est une des données. Vous n'êtes pas considéré et vous en souffrez et c'est excessivement normal et légitime. Maintenant, vous dites aussi, moi, ce qui compte le plus, c'est de voir ma petite fille. Donc, ce qui compte le plus, c'est d'arrêter d'attendre d'être considéré par manifestement ce couple qui a décidé de ne pas vous considérer et que vous-même, vous décidiez que le problème n'est plus là, il est juste pour vous de voir votre petite fille. Et là, vous faites le tri et vous arrêtez de ruminer et vous prenez une décision, c'est-à-dire que vous agissez. Parce que la colère et la tristesse sont des émotions de rumination qui demandent à agir. Donc c'est l'action qui va vous faire du bien. Alors que ce soit, comme le dit Nini, d'écrire ou d'y aller. Mais pour ça, il faut lâcher. Oui, mais parce que Françoise, vous ne lâchez pas le fait de vouloir et de désirer être considérée par eux. Non, à la limite, si je pouvais aller voir la petite, ne serait-ce que chez la nounou, vous voyez, faire un petit bisou, je m'en fiche de plus les voir. Je vous assure que j'ai dépassé tellement de caps, j'ai avalé tellement de couleuvres en me disant, bon, j'accepte pour entretenir une famille, j'accepte pour... c'est le lien familial. J'accepte pour ceci, pour 1000 raisons. Que là, j'en suis arrivée à un stade de me dire, si je ne dois plus les voir ni l'un ni l'autre, mais je m'en fiche. Et je vous assure que c'est vrai. C'est mon propre enfant, c'est mon fils, mais je m'en fiche. Ok. Mais c'est de voir la petite, de faire... alors allez-y. Alors allez-y. Allez-y, là c'est très clair ce que vous dites. Vous venez de dire, je m'en fiche et ce qui est important pour moi c'est de la voir. Tentez votre chance. Qui ne tente rien à rien, donc vous tentez. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner exactement. Ah voilà, vous verrez bien. C'est ça qui me fait peur. On gagne pas. De ne pas pouvoir me relever. De vous relever de quoi qui serait désagréable? Vous savez qu'ils le sont.
En quoi ce serait une surprise? Non, que on m'interdise, que la nourrice me laisse pas approcher ou quoi que ce soit. Mais vous aurez tenté. Si vous, quand on n'ose pas de faire des choses dans la vie parce qu'on redoute l'échec, alors on reste tétanisé, on ne fait rien. De pas vous relever, vous pensez que c'est ça? Alors, c'est pas pareil. C'est un être humain là. C'est ma petite fille. C'est pas quelque chose. Autant je vais être bravache pour tout un tas de choses, mais là c'est un petit bébé. On ne peut pas comparer ça à un projet. C'est pas je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est pas le petit bébé que vous allez blesser, c'est vous en tant que grand-mère qui allez devoir, vous en priver, et ça, ce sera douloureux. Alors, vous savez, Françoise, il y a Geneviève là qui est là et qui voudrait rentrer en contact là avec vous parce qu'elle a vécu manifestement la même situation. Vous êtes là, Geneviève? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Alors, Geneviève. Oui. Voilà, bonsoir. Moi, c'est la première fois que j'appelle à votre émission. C'est gentil de me prendre. C'était pas une situation absolument identique, mais c'était une situation un peu similaire, avec la différence que moi, j'avais affaire à des gens cultivés, instruits. Mais en tout cas, ma belle-fille, avec mon premier petit enfant, a fait cette rétention. C'était pas ouvert, mais c'était ils sont en Europe, mais ils ne sont pas en France. Donc j'ai été obligée. Alors il y a deux solutions dans votre cas à vous, parce que vous en souffrez beaucoup. Moi aussi j'ai une maladie assez grave, donc que je gère depuis plusieurs années, et donc effectivement le stress, tout ça, c'est très destructeur. Donc soit vous pensez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et à ce moment-là, seule la justice va vous donner un droit de visite et vous profiterez de votre petite fille les jours où vous aurez le droit de la voir. Bon, moi, je suis pas rentrée dans ce dédale. Mais il y a ça, si vraiment il n'y a pas d'espoir autrement. Et sinon, ce que j'ai fait, moi, j'ai préféré patienter. J'ai pris du recul. Je me suis interdit de penser que c'était mon petit-fils. J'ai pris du recul parce que j'avais confiance en mon fils et que je savais qu'il allait avoir un jour ou l'autre un retour sur lui-même. Et quant à ma belle-fille, ce qui s'est passé, c'est quand ensuite ils ont eu leur deuxième enfant, elle a pris conscience elle-même du mal qu'elle pouvait peut-être faire par cette attitude. Aussi. Oui, et à son enfant aussi. Et à son enfant. Et elle a changé, mais du jour à la nuit. Donc je voulais vous dire de ne pas perdre espoir, de penser à vous, de vous soigner, de prendre du recul, de vous dire c'est comme ça. Pour le moment. Et à ce moment-là, c'est la justice, vous voyez. Ou alors, c'est pas vraiment la guerre, et ça vaut la peine de patienter pour ne pas tout briser. Et vous allez les récupérer à un moment donné ou à un autre. La patience, moi, tout le monde me disait, mais ferme-leur ta porte définitivement. Moi, j'ai dit non, je ne ferai jamais ça. Et puis en plus, il a un frère et une sœur, mon fils aîné. Et j'ai dit non, j'ai confiance. Je sais qu'ils vont réaliser à un moment donné l'énormité de la situation, qui n'était pas aussi aiguë, je vous avoue, mais qui était, pour moi, j'en souffrais énormément. Il venait dans la ville où nous habitons, où elle a ses parents, ce qu'ils appelaient partager les vacances en deux, 8 jours chez un, 8 jours chez l'autre. Moi, je les voyais 24 heures et elle restait 14 jours chez ses parents, vous voyez. Et mon petit-fils ne connaissait pas notre maison. Il y avait tous les prétextes étaient bons pour qu'ils restent chez eux. Et là, c'était terrible. Je souffrais énormément de ça. Mais voyez, moi, la patience a payé. Je souffre parce que moi, j'habite à 10 kilomètres. Ah ben oui, ça c'est encore pire. Oui, parce que nous, on se faisait une raison avec la distance, mais on a vu les enfants grandir. Mais si vous voulez, quand ils venaient, avant ils venaient 2-3 fois par an, maintenant ils ne viennent plus qu'une fois par an parce qu'ils sont très pris par leur travail. Mais quand ils venaient, quand ils disaient on partage les vacances entre ses parents à elle et nous, qui sommes très près les uns des autres, à moins de 10 kilomètres les uns des autres, en réalité c'était, je vous dis, c'était 3/4, 1/4. Le partage. Et alors, Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de la voie de la justice? Il y a Adèle qui dit les grands-parents peuvent tout à fait demander un droit de visite auquel les parents ne peuvent pas s'opposer s'il le faut. Qu'est-ce que vous en pensez, Geneviève, dans le cas de Françoise? Vous lui conseilleriez d'avoir recours à la justice? Ce que je pense, c'est que Françoise, elle est très fragile, visiblement. Elle a vraiment des gros ennuis. Et ça, c'est vrai qu'un combat juridique, c'est très dur. Il faut de l'énergie. Moi, c'est ce que je trouve aussi. Et moi, je ne le tenterai que si vraiment elle pense qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a qu'elle qui le sait, que ça s'arrange. Si vraiment son fils est agressif autant que sa belle-fille, ce qui est triste. Ce qui est un signe. Il n'y a aucune raison. Mais là, elle a le droit de voir sa petite fille. Elle souffre de ne pas la voir. Elle a le droit et elle a le droit d'avoir un droit de visite. Après, il faut savoir que quand on se lance là-dedans, c'est la guerre après. Oui, c'est la guerre. Ça peut être la guerre. Moi, j'aime beaucoup Geneviève et je vous remercie d'avoir appelé. Vous avez parlé de confiance et de dire j'ai eu confiance avec de la patience que dans le temps, les choses s'arrangeraient. Et là, on entend que Françoise rumine énormément
cette histoire, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils disent pas. Comment vous avez fait d'ailleurs pour arrêter de ruminer et faire appel à votre patience, Geneviève? Parce que, si vous voulez, moi j'ai voulu absolument maintenir le tissu familial. J'ai un autre fils et une autre fille qui, eux, aussi ont trouvé que le mal que ça me faisait, ils étaient très en colère et moi je ne voulais pas dissoudre leur lien et je leur ai dit, je ne veux pas que vous remettiez en question votre affection pour votre frère. Elle et sa femme, quoi qu'il advienne, maintenant ils ont un enfant et ils en auront d'autres, ils en ont eu donc un deuxième. Et donc moi je voulais absolument maintenir le tissu familial, donc j'ai dit je vais ronger mon frein, je sais que ça va forcément évoluer. Oui. Et parce que c'est l'intérêt de personne qu'une situation comme ça dure. Bien sûr. Et vous avez eu le fin mot de l'histoire, Geneviève, du pourquoi ils étaient comme ça braqués contre vous? Ah non, alors ça venait surtout d'elle, ça venait pas de lui du tout, ça venait surtout d'elle. Et lui, très pris par son travail, il mesurait pas vraiment. Il en a pris conscience que progressivement, après la naissance de son enfant, il y a eu un conflit au moment de la préparation du mariage. Ses parents à elle sont des gens très 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 autoritaires. Et ils ont voulu tout dominer et ça s'est pas très très bien passé. Après, c'est rentré dans l'ordre. Et en fait, elle nous en voulait de ça, je pense. Et puis, petit à petit, elle a évolué. Elle a compris combien son petit garçon qui grandissait réclamait ses grands-parents, tous ses grands-parents, et ses oncles et tantes. Et les réclamait, donc on les a vus grandir surtout par Skype. Et ensuite, un jour, quand elle a eu sa petite fille, j'ai tout de suite senti pendant la maternité qu'elle évoluait, qu'elle changeait, c'était impressionnant. Et quand la petite fille est née, ils sont venus en vacances à la maison. Le partage est devenu plus équitable, c'est-à-dire que c'était plus 13 jours chez l'un et 1 jour chez moi. C'était vraiment une semaine. Et puis à un moment donné, la vapeur s'est complètement renversée. Un jour, ils sont arrivés il y a 1 an et elle a dit, moi j'en peux plus chez mes parents. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. On est bien chez vous, on est serein chez vous. Et là, elle m'a dit ce jour-là, j'ai pris conscience de beaucoup de choses avec la naissance de ma fille. Ah oui, bravo. Oh mon Dieu, que c'est beau. Une belle histoire, oui. Mais je vous assure, je n'y croyais pas. Moi, vous savez, le calvaire a duré 5 ans. 5 ans. Oui, alors que la petite fille de Françoise vient de naître. Merci infiniment, Geneviève, d'avoir appelé l'antenne d'Europe 1 ce soir, parce que vous dites que c'est la première fois. Protégez-vous, il faut que vous soyez forte, et quand vous serez forte, vous pourrez avoir les idées plus claires, et surtout dormez, et le matin ne vous réveillez pas en pensant à ça, parce que ça devient obsessionnel. Ah, mais c'est ça qui me réveille, c'est ça qui est problématique. Voilà, il faut pas. C'est que justement, j'ai d'autres personnes, enfin les propres enfants d'amis qui ont des enfants et qui me disent écoutez, nous on vous adopte tel que vous êtes. Un jour, votre belle-fille se rendra compte. Bien sûr. Alors, j'aurais oublié de vous dire une chose importante, justement, c'est que moi j'avais un neveu dans ma famille, la petite-neveu, le fils d'une nièce, que je voyais toutes les vacances et qui m'aimait beaucoup, il s'est beaucoup attaché à moi et ils ont compris, ils se sont rendus compte à un moment donné, mon fils et ma belle-fille, qu'on passait beaucoup de temps avec eux, que je m'occupais beaucoup de ce petit garçon, que lui me connaissait mieux que leur fils. Et je pense que ça aussi, ça a joué dans l'évolution. Oui, mais eux, ils sont jaloux de ça. Mais ça n'a pas été une jalousie, ça a été une prise de conscience, vous voyez, il ne faut pas confondre. Des fois, ça peut être juste une prise de conscience. Peut-être Françoise, que comme vous êtes très tendue sur le sujet, et sans doute effectivement votre maladie doit vous fatiguer, et pour le coup ne vous aide pas, enfin ne joue pas du tout en votre faveur dans cette histoire-là, et ça rajoute de la souffrance à de la souffrance. Peut-être qu'effectivement, là, ce que dit Geneviève, d'être dans la confiance, d'être dans la patience, dans le temps long, surtout peut-être d'arrêter de prêter 20 000 interprétations à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Moi, je pense que là, vous vous faites vraiment beaucoup de mal. Oui. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma belle-fille, dont j'étais très éloignée, aujourd'hui, j'en suis très proche. Oh, écoutez, donc il faut vraiment espérer, les choses parfois sont surprenamment évoluées. Merci. Moi je m'entendais tellement bien, excusez-moi, je m'entendais tellement bien avec elle avant, c'est-à-dire que même quand elle passait devant la maison, elle s'arrêtait parce qu'elle se sentait bien chez moi. Oui, alors justement, alors François, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Si on recoupe avec le témoignage de Geneviève, c'est qu'il y a eu du bon et du bien. Il suffirait qu'elle se lasse ou que ça se passe mal avec ses parents, un peu comme ça s'est passé pour la belle-fille de Geneviève, et vous allez l'avoir appliqué avec son bébé. Exactement.
Il y a fort à parier que ça puisse se passer comme ça. Mais l'idéal, c'est que tout le monde s'entende bien. Mais bien sûr, on est d'accord. Voilà, on est d'accord, Geneviève. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci Geneviève. Au revoir et merci. Et François, je vous souhaite de vous apaiser par rapport à ce sujet. J'espère que le témoignage de Geneviève vous aura un peu aidé. Et surtout, voilà, demain, prenez un peu la main sur vos pensées. Et puis, voilà, pensez au temps long, soyez dans la confiance et dans des choses un peu plus positives les concernant, sans ruminer tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Ça, ce sera le plus aidant pour vous. Et surtout, soignez-vous bien et prenez soin de vous. Ça me semble vraiment très, très essentiel pour vous, Françoise. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci, au revoir. Coldplay. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est un grand plaisir d'être à l'antenne ce soir. C'est un plaisir de vous y accueillir. Vous. Oui. Oui. Donc moi, en fait, moi je sais que par rapport au sujet du désir, tout ça, moi je sais que en fait, moi donc je suis malvoyant depuis la naissance. Et en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup rejeté mon handicap pendant des années. Et un jour, avec ma maladie, j'ai ma rétine qui se dégradait et j'ai dû me faire aider. Et donc, j'ai décidé d'aller dans un hôpital d'un centre de réadaptation fonctionnelle sur Nîmes, où là aussi, j'ai pu essayer de rapprendre à essayer de m'aimer moi-même, de voir qu'il y a des gens qui nous voient tout ça, parce que en général on s'enferme un peu aussi sur soi-même et c'est pas bien. Et bien souvent aussi on a besoin de gens des fois à qui se confier ou à demander quand on ne sait pas, parce que forcément pour des personnes des fois valides, on va dire, il y a plein de choses qui sont difficiles dans le désir. Ça peut être aussi au niveau de la sexualité avec son épouse, comme ça peut être aussi le respect de son corps à soi-même, qui est des fois difficile. Et ben voilà, quoi. Moi, je sais que là, actuellement, j'ai fait un choix parce que je suis pas de la région, je suis sur la région pendant 3-6 mois et j'apprends beaucoup de choses et je me rends compte que dans la vie, il faut aussi savoir se faire aider. Oui, bien sûr. Bien sûr, Michel. Est-ce que justement le fait d'avoir, comme vous dites, appris en partie à vous aimer, à vous accepter tel que vous étiez, justement sur la question du désir, quel a été l'impact ? Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce qu'il y a eu un lien pour vous ? C'est déjà se lever le matin, avoir le sourire avec les gens. C'est dire que là, quand même, des gens, même si le quotidien est pas facile, parce que bien souvent, quand vous marchez dans la rue avec une canne ou quand vous parlez avec les gens, des fois, vous avez l'impression que vous embêtez. Oui, parce qu'il n'y a pas le retour. Oui, vous savez pas trop. Oui. Voilà. Alors, je pense que le fait aussi, des fois, de pouvoir tomber sur des gens aussi gentils, ce qui arrive, on voit que là, des gens qui veulent se faire pas aimer par amour, mais aimer par respect. Oui, qui sont prêts à vous accueillir. C'est important. Oui. Pour gagner en autonomie et puis pour gagner au niveau moral, parce que la vie, elle est peut-être pas facile pour les valides, mais ils se rendent pas compte. Faut dire que là, beaucoup pire que soi, quoi. Oui, et en fait, le fait de vous sentir accueilli par d'autres vous permet de gagner en autonomie, en conscience de vous-même. C'est-à-dire, ça vous valide. Vous avez raison. Entre soi, d'ailleurs, qu'on soit non-voyant ou voyant, j'ai envie de dire, on a besoin des uns des autres pour se sentir dans la vie, c'est-à-dire validé dans nos existences, bien sûr. Et puis, par exemple, dans ma sexualité, je sais que j'ai eu des gros soucis parce que ma femme étant handicapée. Je l'ai pas rejetée pour autant. J'ai essayé pendant 8 ans de trouver des solutions, essayer de parler à des associations, à des gens compétents qui puissent, pas directement, mais indirectement me conseiller ou m'apporter des choses pour le bien-être de mon couple. Et aujourd'hui, si j'ai sauvé mon couple, c'est parce que j'ai pas baissé les bras.
Ouais. Et donc j'ai ni rejeté ma vie de couple, et j'ai essayé d'avoir de l'espoir. Et vous vous êtes fait donc aider tous les deux, accompagner, pour créer un dialogue ensemble? Oui, j'ai créé un dialogue et en parallèle, j'ai essayé de travailler avec des fois peut-être des infirmières que je connaissais qui ont pu me donner des conseils et qui m'apportent des choses. Et c'est là que j'ai vu que on peut être bien malgré tout dans la vie, mais c'est important aussi de ne pas garder les choses en soi. Oui, et sans donner les moyens, moi ce que j'entends, Michel, c'est qu'en fait quand vous êtes en questionnement ou en mal-être, vous faites l'effort, parce que c'est un effort d'aller chercher les informations, comme vous dites, de l'aide, et de l'aide c'est aussi de l'information, des conseils, d'en parler à d'autres et de dire voilà, je rencontre tel problème, comment vous faites, comment on fait, et comment je pourrais faire, et qu'est-ce que vous me conseillez. C'est toute votre démarche en fait. Voilà, il faut pas lâcher prise parce que sinon après c'est comme ça que les choses vont pas. Et comme j'ai écouté la dame tout à l'heure sur un autre sujet par rapport à des difficultés avec leurs enfants, c'est que bien souvent, c'est vrai que dans les familles, il y a beaucoup de guerres, des fois pour pas grand-chose, parce qu'au final, on se dit faut se dire que là, des gens, ils ont rien. Moi, j'ai perdu, par exemple, ma mère à l'âge de 12 ans, j'ai perdu 2 sœurs de la mycoviscidose, et aujourd'hui, j'avance, j'ai un handicap, mais j'arrive à faire une vie, je travaille. Ah ouais, bravo. Certes, je travaille dans un ESAT. Et là, actuellement, où je vous parle, j'ai pas honte de le dire, j'ai fait un choix, c'est d'aller dans une clinique de réadaptation fonctionnelle pour pouvoir progresser et améliorer mon quotidien. Je suis quand même à 600 km de chez moi. Ça fait 5 semaines que j'ai pas vu mon épouse. Mais je sais qu'au final, quand j'aurai fini dans 3 à 5 mois, je vais rentrer et je vais être meilleur. Pour moi, mon bien-être et voilà. Et pour elle et pour votre relation. Voilà. Vous êtes en pleine croissance, Michel, en pleine conscience de vous-même. Il y a Muriel qui envoie un message pour vous en disant « Je travaille dans un centre de rééducation basse vision. Heureuse d'entendre votre témoignage, Michel. Non pas voir mieux, mais voir différemment. Ça demande du courage et bravo à vous. » Mais c'est pour ça que j'avais un petit peu peur d'appeler ce soir. J'avais peur de ne pas être dans le sujet du tout. Ah, mais c'est bien sûr que si, vous y êtes à fond même, Michel. Mais aussi comprendre que là, des gens vraiment qui galèrent plus que d'autres et il ne faut pas lâcher prise. Là, toujours des moyens de s'en sortir. Moi, je suis très bien placé. Je suis venu de très bas et aujourd'hui, j'essaye de mener une vie normale. Malgré que c'est pas facile tous les jours. Oui, mais vous voyez, je suis très touchée par votre témoignage, Michel, parce que en fait, ce que vous dites, c'est on parle souvent de travail sur soi, ou de travail avec soi, et c'est un travail, c'est-à-dire que vous y mettez du courage, du cœur, de l'effort, de la discipline, comme vous dites, vous êtes à 600 km de chez vous ce soir, et tout ça, c'est rien que vous, c'est rien qu'à vous. C'est vous. Et voyez le lien que vous avez fait avec le désir et j'en suis ravie, c'est voyez de quelle façon vous avancez dans la connaissance de vous par tout ce que vous allez chercher à droite à gauche d'aide, d'effort et votre désir et votre désir par exemple de bien vous entendre avec votre femme, vous avez mis les moyens pour que ce désir-là soit comblé. Oui, et c'est pour ça aussi la difficulté des fois, parce que j'adore écouter des émissions de radio. Des fois, j'entends par exemple des émissions sur la sexualité des personnes. Et là, je me dis, est-ce que je me sens concerné? Parce que bien souvent, on ne parle pas des personnes aussi en situation de handicap. On parle beaucoup des valides, des couples normaux. Et la sexualité des personnes handicapées, bien souvent, c'est des gens qui sont bien plus en difficulté que les autres. Bien sûr. Et qui n'ont pas de personne à qui parler ou à qui pouvoir trouver des vrais conseils. Donc, des fois, c'est très dur. Parce que vous diriez, Michel, qu'il y aurait des sentiments comme, par exemple, je sais pas, la honte ou la gêne ou une forme de pudeur qui s'en mêle. C'est plus compliqué comme sujet abordé, comme si on y avait moins le droit que les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et voilà. Et vous? Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'ai une femme qui est hémiplégie et lors de nos rapports, en fait, son désir, elle le ressentait en douleur.
Donc j'ai dû faire tout un travail derrière ça, de confiance en elle, de comprendre qu'un plaisir, c'est pas une douleur. Oui. Voilà, vous voyez. Oui. Et face à cette situation-là, j'étais tout seul. Donc j'ai travaillé en parallèle et je savais pas qui allait voir au niveau professionnel, tout ça. Et aujourd'hui, j'arrive pas encore à mener forcément une relation normale. Mais j'ai l'espoir, j'essaie de faire des choses. Oui, en fait, vous l'apprivoisez pour quelqu'un justement qui est hémiplégique, vous lui apprenez à rencontrer son corps grâce au vôtre. Et donc, c'est tout un apprentissage que vous menez ensemble, vous par le toucher, sans la vue, et elle par du ressenti. C'est très beau ce que vous nous racontez. Ouais. Et du coup, c'est pas pour autant que j'ai lâché mon couple, c'est pas pour autant que j'ai jamais rejeté ma femme, je suis toujours là, bâton sous le terrain, et si ça mettra encore 2 ans, ça mettra 2 ans. Mais au final, j'espère un jour pouvoir réussir à avoir une sexualité aussi normale. Voilà. Oui. Oh, je ne sais pas si d'ailleurs il y a du normal, il y a quelque chose qui va vous combler et vous rendre heureux tous les deux. C'est ça qui me semble très important. Voilà. Que vous puissiez être dans l'amour. Yannini qui dit magnifique témoignage, très émouvant. Bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous. Et puis bravo monsieur, bel exemple. Demandez un service d'accompagnement à la vie sociale. Voilà, c'est un service qui peut vous aider, c'est un réel soutien. Quelle intelligence. Merci à vous Michel de nous avoir appelés. Ça m'a fait plaisir. Ouais, c'est la première moi fois aussi. Que je vous appelle et je suis bien à Nîmes, je suis dans un bon centre. Et ils peuvent être fiers à Nîmes, là, de la culture, là, des belles choses qui se font aussi. Merci à vous, Michel. Et je vous embrasse. Merci. Et bonne route à vous, beau chemin. Merci à vous. Merci. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21. Quentin et Corentin sont là, vous pouvez les appeler. Et puis ce soir, on a placé un peu l'émission dans la droite ligne des sujets du bac philo, au sujet du désir. Et vous le savez, c'est aussi l'enjeu de cette émission. Vous aider à mieux vous connaître, être en conscience de vous-même et donc à connaître l'objet de votre désir. Allez, nous partons à la recherche de ce désir, ou si vous préférez, à une plus grande conscience de vous-même. Vous êtes accueillis donc ce soir au 39 21 et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou nous adresser un mail sur europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et puis Michel, si vous êtes toujours à l'écoute d'Europe 1 dans votre centre, là, à 600 km de chez vous, voilà, on a reçu beaucoup de SMS pour vous suite à votre témoignage. Marc qui vous dit Michel, beau témoignage qui donne une belle leçon de vie. Merci Michel de votre volonté, dit Isa la Bergère, vous donnez une belle leçon, vous êtes une belle personne, beaucoup de bonheur à vous. Laurence ajoute bonsoir, chapeau bas à Michel qui est exemplaire. Et Kato qui dit je suis très émue par le témoignage de Michel, on sent le vrai dans ses paroles et quel courage et lucidité, tendresse pour lui. Et Lionel, enfin, le mot valide devrait pouvoir être utilisé pour tout le monde. Beau témoignage. Merci à vous, Michel, de nous avoir appelés et belle route à vous. Et on accueille Muriel. Bonsoir Muriel. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Je suis très heureuse d'être auprès de vous. Oui, moi aussi. Voilà, j'ai été aussi tellement émue par les témoignages précédents. Françoise, j'ai eu aussi la même période et c'est vrai qu'à des moments on est vraiment totalement perdu. On n'arrive pas à écouter, à voir quoi que ce soit, on est perdu. Mais bon, ça peut durer qu'un moment et puis après ça va mieux. Oui. Voilà, je ne suis pas du tout dans les
problème de désir, tout ça. Oui. C'est un petit peu autre chose. Oui. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression de porter toute la famille. Là. De porter toute la famille? Ah oui, carrément. Oui. Oui. Et là, je me demande, j'ai l'impression d'être dans l'eau, et puis de nager, et puis d'essayer de voir s'il y a une bouée ou deux qui peut arriver. Ah oui. Qu'est-ce que vous portez de trop lourd, là, qui vous entraîne? Alors, surtout, c'est la maladie de mon époux qui perd un peu pied, quoi, qui perd un peu la tête, voilà. Parkinson, le cœur, la boisson, tout emmêlé, plus l'âge, je suppose. Et je ne sais plus... Je ne sais pas vers qui aller parce que les deux enfants qui sont déjà grands quand même, j'ai mon fils qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, lui il est perdu au milieu de son travail, il a des nuits entières, il est haut fonctionnaire, bon il a voulu être, donc il n'en peut plus, son couple non plus je suppose, et ma fille se cherche et enfin elle m'a dit je vais voir quelqu'un. Mais là le ciel s'éclaircit parce qu'elle m'a dit je vais voir quelqu'un. Oui. Et donc... ça c'est... Donc ça fait, j'allais dire, une personne de moins portée. Oui, voilà. Oui, je comprends. Mon mari, je ne sais plus quoi faire parce que c'est n'importe quoi. C'est tout d'un coup, t'auras le couteau, n'importe quoi. Ou alors je vais te couper le téléphone. Je sais plus. Alors j'ai pensé à une chose. Oui. Comme je suis toujours en recherche d'association, j'ai mon beau-fils qui est aussi malvoyant, qui fait des kilomètres en TGV, Bordeaux, Paris, qui est comme Michel. Mm-hmm. Donc qui est quelqu'un de très bien, mais qui a aussi son caractère. Il faut dire que, malvoyant ou pas, on peut avoir mauvais caractère. Oui. C'est peut-être une belle personne, mais il a un caractère assez... Oui. Oui, mais il y a une chose, donc, voyant le journal, je suis très associative, et regardant le journal, comme j'adore les animaux, je vois chien guide d'aveugle. Oui. Ah, mais j'ai dit, mais oui, te voilà sauvé, voilà une bonne bouée à prendre, parce que ça va me faire m'éloigner de mes problèmes que je sens, parce que j'ai eu des problèmes aussi avec ma belle-fille, et ça s'est bien réglé, parce que un jour j'ai eu, je sais pas comment dire ça, j'ai pensé très fort à mon père, qui aimait beaucoup mon fils et son épouse, et puis j'ai dit, écoute papa, aide-moi. Ah oui. Et tout d'un coup m'est venue une idée, c'est que ma belle-fille préparait toujours un petit repas dans des Tupperware pour mon père. Oui. Alors j'ai dit à mon fils, tu sais, voilà ce que j'ai pensé, vous avez été fabuleux pour mon papa. Écoutez, le ciel s'est vraiment éclairci et je me suis dit, t'es vraiment quelqu'un de bien, enfin de trouver des choses, pas bien forcément, mais je me trouve pas bien du tout moi. Je me sens pas très contente de moi la plupart du temps. Pourquoi ? Je crois que c'est dans l'enfance parce qu'on a toujours vu mon frère comme une lumière. Comme je suis fille d'enseignant, on voyait mon frère comme une lumière, comme quelqu'un de très très bon en maths. Moi, j'ai toujours détesté les maths. J'aimais mieux le littéraire. On n'a jamais voulu me diriger vers le littéraire. Et je pense que j'ai entendu trop. De toute façon, elle est belle, quoi. Enfin, l'air de dire, elle est déjà pas mal. Pour une fille, c'est déjà bien, parce que je suis née quand même en 45. Hein. Oui. Donc, on voyait beaucoup le physique des filles. Oui. Et le reste, mon Dieu, c'était moins grave. Donc, j'ai l'impression que, alors que j'ai mon frère qui, justement, me jalouse parce qu'il a pensé que j'étais la plus aimée, alors que c'est faux. Oui. Et c'est parce que et vous pensez, Muriel, que c'est parce que vous ne vous trouvez pas très bien, comme vous dites, c'est-à-dire pas très compétente, comme vous leur envoyez vos parents, je n'ai pas le diplôme que j'aurais voulu. Et c'est pour ça que vous faites autant d'efforts pour les autres, que vous portez tout le monde, du coup. Ah oui, je n'avais pas pensé. Mais ils se laissent porter aussi, ils ne font pas d'efforts. Évidemment, quand ils ont quelqu'un pour les porter, ils se laissent porter, ils se reposent sur vous. Parce que souvent, vous savez, Muriel, on compense comme ça une mauvaise image de soi, quelque chose qu'on vous a collé, manifestement. Oui, tout à fait, oui. Et donc, vous devez aller faire la preuve de votre compétence. Et la preuve de votre compétence, c'est en vous mettant au service des autres, en vous disant, tant qu'à faire, au moins, c'est ça de gagner. Voilà. Mais du coup, vous portez beaucoup et vous êtes sur votre route avec des gens qui sont bien contents, parce qu'on trouve toujours des gens, quand on est comme ça, qui veulent bien se laisser porter.
Mais ça fait peut-être un peu beaucoup là pour vous. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai des problèmes de... Tout d'un coup, j'ai la tension qui monte et j'ai dû être hospitalisée en urgence. Oui. Donc j'ai peur de... je peux dire une chose, j'ai peur d'y laisser ma peau, vraiment. Bah oui, et là, vous ne pourriez plus être là pour les autres. J'ai très peur, oui. Et vous voyez, Muriel, quand on est un peu trop là pour les autres, à un moment donné, ce qui lâche, c'est la façon de se mettre indisponible, de vous rendre indisponible. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être aidé, notamment, je pense à votre mari, justement. Il est en soins, il y a des gens... Il n'a pas été déclaré par Parkinson. Son médecin, j'ai déjà communiqué avec lui. Oui, mais, et qu'est-ce qu'en pense son médecin? Son médecin, il m'a dit... l'air de dire je peux rien, je peux rien. Oui, mais est-ce qu'il est... Vous dites il n'est pas déclaré, c'est qu'il n'y a pas le diagnostic qui est posé? Non, le diagnostic n'est pas posé parce que mon mari va plus voir le médecin. Il se fait plus suivre. Ah bah oui, mais si vous le portez, vous allez l'emmener chez le médecin. Muriel, c'est vous qui allez l'emmener chez le médecin. Ah mais il va pas vouloir, il y va tout seul, mais il va jamais. Non, on a de toute façon un médecin différent et puis non, il voudra pas. De toute façon, il ne veut pas. Il me dit de toute façon, c'est toi que tu me rends malade. Ah, bah alors faites moins de choses. Alors si vous le rendez malade, occupez-vous moins de lui. Oui, mais il est toujours à la maison, il est toujours là. C'est moi qui pars toujours dehors, mais sinon, il est toujours là. Donc ça vous oblige, vous, à aller faire un tour pour prendre l'air, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que je voudrais... il y a longtemps, il a vendu son matériel de pêche, mais il allait des journées entières à la pêche. Et là, maintenant, il me dit non, je ne tiens plus debout, je sens que je vais sortir, mais je ne sais pas si je vais revenir. Alors, mais maintenant, je sais que c'est en partie théâtral. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup du théâtral en lui. Et vous voudriez pouvoir rester chez vous sans que votre mari soit là? C'est-à-dire non, rester chez moi parce que j'aime beaucoup écrire à mes petites filles, par exemple, comme le courrier maintenant. Les gens sont très heureux de recevoir des cartes. Donc moi j'aime beaucoup écrire ou dessiner. Est-ce que vous avez une pièce à vous? Vous avez une pièce à vous, Muriel, chez vous? Oui, j'ai quand même la chambre. Oui, parce que ça me fait penser, vous savez, au livre de Virginia Woolf, là, Une chambre à soi, qui conseillait justement, alors c'était une autre époque, mais aux femmes d'avoir une pièce à vous. J'ai une immense télé et je me fais plaisir en regardant les films que j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup, comme j'aime les animaux et que je ne peux pas avoir d'animal chez moi, c'est pour ça que je vais voir, c'est un centre, donc je ne sais plus le nom, c'est un monsieur qui a dû créer un centre de chiens guides aveugles, donc c'est là, j'ai rendez-vous à ce centre qui est pas loin de Lille puisque j'habite la région lilloise et comme j'aime beaucoup les animaux et puis les associations puis que mon beau-fils est malvoyant, c'est pas seulement pour ça, mais je sais que ce sont des gens qui malgré leur caractère, parce que mon beau-fils a un très mauvais caractère, comme je vous ai dit, ce sont des gens qui sont émouvants. Donc là, vous prenez un peu de ressources. Oui, là c'est pour c'est mon plaisir de voir les chiens, de voir des chiens, comme dit mon petit-fils, un chien qui travaille, mamie. Voilà. Oui, c'est important, Muriel, parce que vous dites que vous vous noyez et que vous portez trop. Ah oui. Vous en avez conscience. Donc, à partir du moment où vous en avez conscience, vous prenez la décision de porter un peu moins et puis de voir peut-être, je sais pas, plus les chiens ou d'aller dans des endroits qui vous font du bien, parce que si vous n'avez plus de ressources personnelles, vous ne pourrez plus... Non, là, j'avais même envie de partir. Hein. Voilà, vous ne pourrez plus aider les autres. De partir une semaine à Nice, de partir une semaine à Strasbourg, pourquoi vous le feriez pas? Un très beau zoo. D'accord. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il me dit, tu vas retrouver un cadavre. Oui, mais c'est de la menace? Ah oui, tout le temps. Il est tout le temps menaçant. Agressif, menaçant, dépressif, tout. Hein. Oui, donc partez à Nice ou à Strasbourg. Oui, peut-être je vais aller à Lille 2 jours déjà. C'est déjà couper la poire en deux. C'est déjà voir partir 2 jours à Lille. Mais là, il fait froid en ce moment. Il pleut vers le nord. Alors allez à Nice. C'est-à-dire que j'ai beaucoup connu le sud avec mon mari et justement, il me dit toujours oui, c'est à cause de toi qu'on n'y va plus. Et il n'est plus capable de faire le trajet en train. Il n'est plus capable. Oui. Allez-y pour 2. Vous lui dites tiens, ça tombe bien, je vais à Nice pour toi. C'est-à-dire que je pense d'abord aller voir ce centre pour chiens guides d'aveugles parce que ça doit être un centre très très moderne et c'est un monsieur donc qui a décidé. Je ne sais pas d'où l'historique des chiens guides d'aveugles, je connais pas du tout, mais là je vais savoir et je suis très heureuse aussi d'apprendre. C'est important, Muriel, que vous fassiez des choses comme ça qui me fait plaisir. Oui, parce que c'est de la ressource que vous pourrez mettre après à disposition de ceux que vous
vous aider. C'est-à-dire que si, vous savez, c'est un peu comme des vases communicants. Si vous donnez tout le temps beaucoup de vous, mais que vous épuisez vos ressources, vous ne serez plus bonne à rien pour les autres. Donc, j'entends que c'est important pour vous d'être là pour ceux que vous aimez et vos proches. Mais c'est important d'être là pour vous aussi, parce que sinon, vous ne pourrez plus être dans l'aide. Oui, justement, je pense à une chose. Quand mon père était vivant, donc il y a 3 ans que papa est parti, moi je l'ai beaucoup entouré avec mon mari. Et j'ai quand même pris chaque année, puisque je voulais voyager, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais voyager. Lui, il n'aime pas l'avion, rien du tout, donc je l'ai laissé à la maison. Et comme mon père avait besoin de moi et tout le monde, comme d'habitude, j'ai dit, maintenant je pars. Ça a été en Égypte, ça a été la Turquie, ça a été la Grèce, la Crète, le Sénégal, enfin tout ce que je voulais faire, je l'ai fait en montrant bien à la famille que ils pouvaient aussi vivre sans moi. Allô ? Oui, et là, ça vous a fait du bien. Pardon ? Et là, vous vous êtes fait du bien, là, c'était possible. Oui. Ah oui, puis j'ai pas attendu. Enfin, bien sûr, j'ai eu des réflexions dans le genre, mon Dieu, tu pars seul, c'est pas normal. J'ai dit, quand un homme part seul, on ne lui dit rien. Alors, oui, c'est voilà. vrai. Mais enfin bon, ça entre un petit peu dans les mœurs, mais c'est pas encore évident. Oui. Mais il est vrai que j'ai bien fait d'aller en voyage, parce que maintenant, ce serait difficile, mais je pense à une chose, c'est quand on porte trop lourd, ou on veut résoudre absolument un problème tout de suite, non, il faut le laisser poser et on se dit, bon, je vais d'abord dormir, demain on verra. Oui, alors vous savez que c'est le principe de résolution de problèmes chez les bouddhistes, Muriel. Hein. C'est les bouddhistes disent, les bouddhistes disent, regarde ce que tu peux faire tout de suite, qui requiert ton action. Et si tu ne peux pas, regarde ce que tu peux faire à moyen terme, regarde ce que tu peux faire à long terme. Et si tu ne peux rien faire, distrais-toi. Oui, tout à fait. Et puis reprends-le plus tard. Et là, recommence le même processus. Oui, je pense que le temps fait comme j'ai dit par rapport à mon fils aussi. Je ne sais pas si c'est vous, Sophie, ou votre Caroline. Qui a dit ça. C'est que dans une relation, on est 2. Oui. Et ça m'a fait énormément réfléchir parce que je me suis dit, bon sang, avec ma belle-fille, c'est vrai qu'on est 2. Et je me suis dit que je regardais mon fils aussi comme la 7e merveille du monde. Donc elle avait peut-être moins de place que lui. Oui, c'est possible. Et c'est tout à fait... je remarque quand je dis mon fils, il ne bouge pas. Il dit oui, il aime bien que je l'appelle mon fils. Pas son prénom, mais mon fils. Donc finalement, il est face à sa mère très... comment je vais dire... c'est vrai que je le regarde comme quelqu'un de très, très doué, quoi, mais... c'est vrai qu'il est doué pour beaucoup de choses, mais bon, je ne dois pas oublier que il a une femme, quoi, voilà. Oui, exactement. Et qu'elle a fait beaucoup pour mon père, et puis oui, c'est vrai ce que vous disiez aussi, Sophie, il vaut mieux rester dans une famille, ou c'est l'autre dame qui a appelé Françoise, oui, qui a dit que il faut faire très attention de garder l'intégrité de la famille. Oui, l'intégrité. C'est hyper important. Surtout, je parle de l'actualité parce que ça nous touche tous beaucoup, cette anglaise, bref. Mais justement, il faut essayer d'être dans une muraille, là, comme toute la famille derrière une muraille, et se protéger, quoi, tous les uns les autres, et surtout se respecter. Ouais, alors c'est Muriel qui vous dit à vous, Muriel, se montrer aimable pour se sentir aimé, c'est épuisant. Prenez le temps de vous aimer vous-même et de vous occuper de vous. Ah, c'est tout à fait vrai. Oui. Et puis il y a un auditeur qui a entendu parler du centre dont vous parliez. Le centre s'appelle Centre Paul Corteville. Tout à fait. Et cet auditeur fait des dons pour le soutenir. Ah ben oui, voilà. Oui. Oh, je suis pas seule. Ouais. Non, je vais aller les voir et puis vraiment me faire plaisir. C'est bon, tout très sympa et surtout très... alors tant mieux si vous avez pris là votre décision en direct. Il y a Pascal et je vous laisse avec son joli message qui dit quelle douceur dans l'acceptation chez Muriel. Cette femme a l'air adorable. Donc voilà, Muriel, j'espère que vous allez entendre. Le fond, oui, mais l'aspect, quand on me voit, on se dit elle a du caractère. Ah bah tant mieux. Ah oui, j'ai du caractère, je pense. Je me permets de dire, je suis flamande française d'abord. Je suis des Flandres, du Nord, mais pas ch'ti. Je suis flamande et souvent ce sont des femmes assez grandes et puis assez costaudes. Enfin, je fais pas du 50, je sais pas combien. Mais je veux dire, on a un aspect assez robuste, voilà.
Souvent, les gens du Nord ont des yeux bleus, puis costauds. Voilà pourquoi on aime se reposer sur vous. Du Nord, oui. Voilà pourquoi on aime se reposer sur vous, sans doute, Muriel. Oui, c'est vrai que... Oui. Alors, allez vous reposer sur vous-même, là. Allez compter beaucoup, sur Sophie. vous. Merci à vous. C'est très agréable de vous parler. Moi aussi, merci. Merci d'avoir appelé, Muriel. Merci Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. C'était UB40, Food for Thought. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir Sophie. Vous vouliez réagir au témoignage de Michel tout à l'heure? Tout à fait. Oui. Alors, avant toute chose, je voulais aussi vous remercier pour votre émission. Et puis, j'aime beaucoup la manière dont vous adressez aux auditeurs, enfin, pas aux auditeurs, aux personnes qui vous appellent. Oui. Je vous trouve pleine d'humanité. Merci, ça me touche. Merci Sandrine, c'est très gentil. Mais c'est sincère. Voilà. C'est très gentil. Alors, en fait, vous avez entendu le témoignage de Michel, c'est ça, c'est ce que m'a dit Quentin. Voilà, qui est malvoyant, et moi, je suis moi-même malvoyante. Ouais. J'ai aussi une dégénérescence des cellules rétiniennes aussi. Moi, c'est depuis l'âge de 12 ans, en fait. Je vais en avoir 38 prochainement. Donc, c'est effectivement tout un chemin. Moi, bon, donc le désir, bon, bien sûr, il y a la sexualité, mais il y a aussi les rêves. Oui. Moi, j'ai pu réaliser mon rêve, qui est celui d'être chanteuse, malgré mon handicap. Pour moi, le handicap, c'est pas un handicap, j'appelle plutôt ça une différence. Oui. La différence, je la vis comme une force. Voilà, c'est un vrai bonheur finalement, parce que être différent, on apprend à vivre autrement. Oui. Et finalement, moi, j'y vois beaucoup de positif. Parce que peut-être que si je n'avais pas eu cette différence, j'aurais pas peut-être vécu ma vie comme je l'ai vécue. Oui, vous n'auriez pas eu toute cette quête, cette recherche, un peu ce que disait aussi Michel, tout cet effort qui vous a amené à vous rencontrer. Voilà, exactement, à mieux me connaître. Oui. Dans le désir, je voulais quand même évoquer aussi un sujet, c'est le passage à la canne blanche. Oui. Qui a été pour moi un moment un peu crucial. Parce que je me suis dit, je vais prendre ma canne blanche, est-ce que les hommes vont me regarder de la même façon? Est-ce que oui. Et finalement, ça n'a rien changé. Ça a même presque été mieux, pour tout vous dire. Parce qu'effectivement, être dans l'acceptation de soi, c'est un grand pas, quoi. Voilà, et on se sent beaucoup plus s'accepter tel que l'on est, et du coup, vous vous sentez mieux accepté par les autres. Exactement. Et le sourire aussi, c'est une grande force. Et puis après, effectivement, j'ai réalisé ce rêve d'être chanteuse et finalement, même mes clients au fil des années, puisque j'ai quand même des clients qui sont parfois récurrents, d'une année sur l'autre, mes clients me suivent dans mon chemin. Dans l'évolution de ma maladie, on trouve des solutions pour que je puisse continuer mes spectacles, puisque je fais même des changements de costumes dans mes spectacles, malgré tout. Et on trouve des moyens d'avancer et que pour que quand même je puisse continuer à faire ce beau métier. Et puis en même temps, on prend quand même en compte ma différence. Voilà. Ouais. Et donc vous vous sentez accueilli au bon endroit tel que vous êtes. Mais exactement. On sent dans ce que vous dites, Sandrine, et ça rejoint le témoignage de Michel qui disait j'ai longtemps été dans le déni ou plutôt dans la non-acceptation de mon handicap. Alors je dis ce mot-là parce que c'est celui qui l'a pris. Oui, bien sûr. Et en fait, il a compris qu'en allant vers l'acceptation de cette différence, il se rencontrait parce que c'est juste, parce que c'est qui il est, et là on est dans l'être. Ouais. Exactement. C'est pas tant une définition de soi que simplement qui on est soi-même. Ça fait partie de vous. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Donc voilà, et que je voulais simplement réagir à ça et vous dire que je suis très heureuse de passer à l'antenne parce que ça fait des années que j'écoute cette émission et aussi dans des moments difficiles parce que comme je n'étais pas dans l'acceptation de moi-même, j'ai du coup accepté des choses qui ne me correspondaient pas. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Voilà, j'ai même été sous l'emprise d'une personne qui était un pervers narcissique. Pour tout dire. Ouais. Et depuis que j'accepte, du coup, les choix se font mieux. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui m'accepte tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, qui ne focalise pas non plus sur mon handicap, sur ma différence, sur ma maladie, tout en la prenant quand même en compte, qui même, je me marie l'année prochaine, on a un projet de faire un enfant. Voilà. Formidable, Sandrine. Vous avez quel âge, Sandrine? Je vais avoir 38 ans. Ah oui, c'est ça, vous l'avez dit. En fait, ce que je trouve très beau dans votre témoignage sur l'acceptation de soi, c'est que finalement, tant que vous n'étiez pas dans cette acceptation-là, dans ce chemin-là, c'est un peu comme si vous aviez confié les clés de chez vous à quelqu'un d'autre qui disposait de ce chez vous comme il l'entend. Et donc, c'est là qu'on rencontre des gens qui nous manipulent. Vous parliez de pervers narcissiques, mais on est sous l'emprise de gens qui nous manipulent dès lors qu'on leur confie les clés parce que nous-mêmes, on a renoncé à se rencontrer. Et on dit, l'autre va nous faire en sorte qu'on se découvre et puis il saura mieux que moi. Voilà. Et là, c'est la voie ouverte à la manipulation. Alors que le chemin inverse qui est, je me rencontre et quand je me rencontre, je rencontre l'autre. Mais la bonne rencontre, la belle rencontre. Et puis en plus, il y a une histoire aussi qui est importante, c'est que la non-acceptation génère un stress qui est extrêmement nocif aussi pour l'évolution de la maladie. Oui. Et puis même par rapport à tout, je vois depuis que j'ai accepté ma maladie, je trouve que je chante beaucoup mieux, je trouve que je fais mieux mon métier, je trouve que je suis mieux aussi avec les autres, même dans mes amitiés, dans ma manière de gérer mon quotidien, tout. Ça a tout changé en fait. Avant, j'étais quand même quelqu'un d'assez positif, mais qui était quand même dans une certaine limite de honte. De la maladie, vous voyez? Oui, une part de vous n'était pas là. En fait, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est un peu comme un alignement d'étoiles. Tout se met dans l'axe. Les étoiles s'alignent et ça s'allume. Et la lumière s'allume. Ouais. Du coup, c'est un peu comme la chanson La Quête de Jacques Brel qui parle d'inaccessible étoile. L'étoile, là, elle devient un peu accessible, du coup. Oui. C'est très joli. J'aime beaucoup. En plus, vous avez une voix très belle, très claire, très cristalline. Merci. Et Sandrine, justement, peut-être pour aider les auditeurs qui sont sur ce chemin-là, quel conseil vous donneriez à ceux qui sont dans ce chemin? C'est tellement difficile en même temps de s'accepter parce qu'on a toujours des choses qu'on n'aime pas en soi. Je reprends ce que disait tout à l'heure aussi Muriel. Il y a des parts de soi avec lesquelles on n'est pas très apaisé. C'est difficile. Qu'est-ce que vous pourriez justement leur dire? Alors, moi, j'ai déjà le chemin que j'ai fait, et c'est aussi d'avoir été en parler. Oui. Je me suis fait aider par une psychologue. Oui. Parce que j'ai aussi une enfance pas très facile non plus. J'ai beaucoup parlé en fait. Voilà. Oui, beaucoup et parlé. Ça déjà, ça m'a beaucoup aidé. Donc je pense que un suivi psy, c'est à mon avis. Oui, c'est essentiel. Voilà. Ouais. Et puis après, il y a aussi, je pense, une attitude de vie. Enfin, une approche de la vie, pardon. Oui. Oui, un peu comme on la prend comme un bateau qui prend la mer. Sur quel côté on prend la vague. Oui. Voilà. Et je pense que il faut quand même des fois quand on n'a pas envie, malgré tout, se forcer à avoir le sourire. Parce que quand on sourit aux autres, quand on sourit à la vie, même en général, tout va mieux. Oui. Voilà. Et du coup, le chemin se fait vers l'acceptation. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la différence, c'est une force. C'est pas forcément quelque chose qui nous bloque pour avancer. Et bon, après, moi, quand j'ai intégré ça, je peux vous assurer que ma vie a totalement changé, quoi. Oui. Allô? Oui. Voilà. Je vous écoute attentivement. Voilà. Sandrine. C'est vrai que c'est une histoire de. En fait, vous parlez à la fois et c'est très c'est très complexe et en même temps très précis, à la fois de posture et de regard, de quelque chose qui est finalement très très difficile à définir parce que vous racontez quelque chose qui se fait
en soi, qui s'est fait en vous-même, petit à petit, en creusant votre chemin, votre sillon, vous dites en allant chez le psy, et comme une somme de plein de petites prises de conscience, de responsabilité face à la vie, de dire je peux faire quelque chose de mon regard, de mes pensées, je peux décider de sourire, je peux décider de prendre la vie autrement que ce que je crois qu'elle m'a donné, qui ne me va pas. C'est exactement toutes ces choses-là. Ouais. Et puis plutôt que de geindre, c'est mieux d'avancer parce que la vie est courte. Elle passe très vite et puis je trouve que plus on avance et plus on se rend compte qu'elle passe vite, donc autant qu'elle se passe le mieux possible, tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. J'aime beaucoup votre rire. Alors les auditeurs sont très très nombreux à réagir à votre témoignage. Je crois que vraiment vous faites du bien à tout le monde. Sandrine, il y a Monica qui dit: vous êtes plus clairvoyante que la plupart des voyants. Vous êtes pétillante et lumineuse. N'oubliez jamais qu'on ne voit bien qu'avec son cœur. D'accord. Et puis, comme disait le petit prince, et puis il y a Guillaume du Nord qui trouve que vous devriez faire de la radio avec moi. Je veux bien. Quelle bonne idée, Quelle bonne idée, oui. Un régal d'écouter cette belle personne, Sandrine. Elle a une très belle voix. Voilà, elle devrait faire de la radio. Même vous chantez un petit bout de chanson. Bon, il est un peu tard. La voix est totalement. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui. Alors je finis de vous lire quelques messages pour vous, comme ça vous mettez comme ça dans votre esprit déjà comme ça dans l'axe. Il y a Muriel qui dit: la canne blanche est aussi un outil qui permet de faire percevoir aux autres que vous avez un problème visuel qui ne se voit pas forcément. Il faut effectivement du courage au début pour l'utiliser. Que de beaux témoignages, vous me réconfortez. Et il y a Richard aussi: le désir est l'énergie la plus puissante qui fait tourner le monde et tourner les têtes. Le désir est à l'origine de notre malheur ou notre bonheur. Il réveille nos passions, nos colères et notre orgueil. Bon, mais il réveille aussi, sans doute aussi toute votre combativité comme la vôtre, Sandrine. Et puis Nini qui dit: le fait de se connaître permet d'avancer en étant en accord avec soi-même et avec plus d'assurance. Félicitations pour vos projets. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Et merci pour votre message d'espoir. Il y a Christine qui aimerait d'ailleurs échanger avec vous. Si vous êtes d'accord, Quentin verra ça avec vous hors antenne. Elle dit: moi je suis malvoyante, j'ai pas la force, bien que je sois très combative, j'ai pas la force de Sandrine. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas, qu'on la trouve en soi? Après, il y a peut-être aussi une histoire de tempérament. Ça aussi, je pense que ça fait partie de la vie aussi. Mais je pense que à un moment donné, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière. Ça fait tellement du bien derrière. Justement, le fait d'accepter de se mettre ce coup de pied au derrière, ça va. Je pense qu'au final, on est quand même récompensé. Oui, c'est ce que je disais à Françoise en tout début d'émission, qui disait: je rumine mes pensées et je n'ai pas de prise sur mes pensées. Je lui disais: si on peut avoir prise sur ses pensées, c'est prendre la décision que ces pensées ne nous embêteront plus. Exactement. Et décider de penser autrement. Oui. Alors vous voulez nous chanter quelque chose, Sandrine? Oui, parce que c'est pas une chanson trop vocale, un petit peu, mais comme il est minuit et tout ça, mais puis comme c'est la fête de la musique le 21 juin bientôt. Mais oui, vous avez raison. Là, je vais chanter mardi soir à Lyon d'ailleurs. Formidable. On pensera à vous alors. Oui, j'espère bien. Envoyez-moi des bonnes ondes. Mais oui, c'est ce qu'on va faire. En radio, on envoie des bonnes ondes. Alors, alors, je vous laisse la place, Sandrine. Voilà. C'est encore mieux qu'un disque. Je me suis dit que Summertime, ça pourrait être sympa. Super. On vous écoute. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Your daddy's rich and your mama, she's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings
and nothing can't harm you. I sat with Daddy and Mama standing by. So hush, little baby, don't you cry. Magnifique, je vous applaudis. Je ne sais pas si vous m'entendez, Sandrine, oui, Maxence, merci. Quentin, Corentin, tous derrière la vitre, c'est magnifique. Merci du beau cadeau que vous nous avez fait ce soir, parce que c'est vraiment très très émouvant de vous entendre chanter avec cette voix très pure a cappella. C'est très difficile, sans instrument autour de vous. Vous m'avez fait penser à Mélodie Gardot, que vous devez connaître sans doute. Voilà. Et vous savez qui a eu cet accident et qui a pris la musique depuis son lit d'hôpital. Elle s'est complètement reconstituée. Elle a une histoire je ne savais pas, par contre. Je connais pas du tout son histoire. Mais regardez, alors intéressez-vous à l'histoire de Mélodie Gardot, parce qu'elle a été renversée en fait par une voiture, par un chauffard. À l'époque, elle faisait très très peu de musique. Et puis, alors qu'elle était brisée en 1000 morceaux, elle a passé, je crois, plusieurs années à l'hôpital. Elle a décidé d'apprendre la musique depuis sur son lit d'hôpital et d'apprendre à chanter. Et aujourd'hui, elle fait l'Olympia, elle est sur scène partout. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à ce concept de Boris Cyrulnik, la résilience. La résilience, oui. La résilience, c'est vraiment comment on se remet en fait d'un trauma, comment on avance après avoir été chamboulé, bousculé dans la vie. Voilà. Et vous êtes un très bel exemple de résilience, Sandrine. Il y a Mimi le boulanger là qui doit être en train de faire son pain et qui dit « Une pétillance dans ma boulangerie, belle voix, je craque, merci, merci ». Muriel qui dit « Vous penserez demander aux joueurs du Clairon de jouer pour nous tous le 21, superbe voix. Merci Sandrine, voilà, merci pour ce moment de grâce, dit Chris. Grosse bise, Sophie. Et puis merci, vous portez bien votre prénom, puisque Sophie veut dire sagesse. Oui, il paraît, oui. J'essaye. Allez, très très belle soirée du 21. On pensera fort à vous dans la libre antenne, Sandrine. Et merci encore pour le beau cadeau que vous nous avez fait ce soir. Je vous en prie, c'est merci. Un plaisir. Je vous embrasse. Au revoir. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Bernard. Bonsoir, oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors vous allez nous chanter une chanson, vous aussi? Non, je vous taquine. C'est dur après, après Sandrine, si je demande à chaque auditeur. Dit, c'est vrai que justement c'est une chanson que j'avais eu l'occasion de chanter sur scène aussi un petit peu. Oui. La chorale, vous voyez. J'ai eu un petit succès avec ça, mais c'était beaucoup mieux avec Sandrine, oui. Alors qu'est-ce qui vous amène dans la libre antenne, Bernard? Oui, ça faisait un moment que j'avais pas appelé. J'avais déjà eu l'occasion de parler avec Caroline, mais c'était un peu un autre sujet. Mais le sujet qui revient le plus souvent, c'est celui que vous avez défini là, en introduction. Oui. Le désir, et c'est vrai que chaque fois que j'écoute l'émission, je suis souvent un peu arrêté par le sujet, et en particulier ce qu'on appelle maintenant, c'est un peu à la mode, le lâcher prise. Et je me demande à chaque fois quelle est la différence avec l'abandon, comme dit Alexandre Jolien là, dans ses bouquins. Oui. Et la différence avec se résigner. Et je vois pas trop comment éviter la frustration malgré tout. Tout ça. Oui, alors ça travaille sans arrêt. Oui. Et qu'est-ce que vous avez compris justement de ces distinctions, sans doute un peu subtiles, entre lâcher prise, abandon, résilience? Je ne dire toujours pas grand-chose. Pour ça, je comptais un peu sur vous. Parce que je veux bien vous éclairer. Oui, bien sûr. J'ai pas vraiment compris d'ailleurs ce que vous disiez au début. C'est toujours un peu énigmatique pour moi. Sur le désir, sur le sujet du bac, là, savons-nous toujours ce que nous désirons? Oui, pourtant j'ai l'impression de le savoir. Puis d'ailleurs, c'est quand même assez immédiat, assez simple. Mais moyennant quoi, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Si vous savez, mais vous dites qu'est-ce qu'on en fait? C'est que vous n'êtes pas sûr de savoir, oui.
Mais si, justement, comment éviter quand ça ne marche pas, quand on n'obtient pas l'objet du désir, qui est quand même à peu près toujours le même. Voilà, c'est là où vous faites le lien. Ah bah toujours le même, non, ça dépend peut-être pour vous. Si vous voulez. Oui, oui. Mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'en gros, ce qu'on désire, c'est la beauté, quoi. Oh, bah non, pas forcément. Oui. Bon, enfin, en tout cas, plus banalement, plus quotidiennement, oui, on est tenté par des femmes en particulier, puis ça ne marche pas forcément. Vous parliez du désir en amour, quand il n'est pas réciproque. Oui. Mm-hmm. Et là, vous voyez, ça reboucle avec l'histoire de Sandrine sur l'acceptation de soi, parce que finalement, savoir ce qu'on désire, comment savoir ce qu'on désire, c'est aussi être en lien avec qui nous sommes, et la rencontre amoureuse se fait comme par hasard à cet endroit-là. C'est-à-dire quand on est dans l'acceptation de soi, d'être reconnu par quelqu'un d'autre qui nous accepte parce que nous-mêmes on a fait ce chemin-là. Oui, pourtant j'ai du mal parce que pour la petite histoire, depuis que j'avais appelé, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Mais je me pose quand même toujours la question. Je dis, elle me dit qu'elle m'aime, qu'elle a envie de moi, etc. Et pourtant j'y crois pas vraiment, quoi. Ça me paraît pas normal, pas logique, enfin. Qu'est-ce qui vous paraît pas logique? Ouais, pas normal. Ça rejoint aussi la notion de complexe qu'on évoque aussi partout, mais je comprends pas non plus d'ailleurs, parce que il y a une certaine réalité, point, voilà, on n'est pas forcément désirable, tout simplement. Donc on n'est pas désirable pour certaines personnes et on l'est pour d'autres. Oh, je ne crois pas, ça, vous savez. Ah, mais alors vous êtes très désespéré sur vous-même. Oui, là, votre sujet, vous êtes plus sur effectivement cette acceptation. Alors, quand vous me demandez la différence entre la résilience et l'abandon et le lâcher-prise, la résilience, en fait, c'est un concept qu'on retrouve, c'est un mot qu'on retrouve aussi dans les matériaux. Ça vous permettra peut-être de mieux le comprendre. C'est la capacité. Oui, sans doute. Oui, c'est la capacité d'un corps, un organisme, une organisation, un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération. Donc vous l'avez dans l'armement, l'aérospatial, vous l'avez en écologie et en biologie, et vous l'avez bien entendu aussi en psychologie, et c'est récupérer un fonctionnement ou un développement après avoir subi une perturbation, et en psychologie c'est un post-trauma en fait. Ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, mais c'est vrai que par contre, je fais souvent le lien avec le handicap. En effet, je considère moi qu'on est tous plus ou moins handicapés. Il y a des gens qui ont tout et puis il y a des gens qui n'ont rien du tout. Bon, moi je suis un peu médiocre, on va dire, mais enfin. Et donc, la résilience, ça concerne plutôt des traumatismes, c'est ce qui n'est pas forcément. Alors que l'abandon, dans le sens de Jolien, vous faites illusion, j'imagine, au petit traité de l'abandon, qui est un de ces magnifiques ouvrages, comme beaucoup de ces ouvrages d'ailleurs. Ah oui. Alors lui, il ne parle pas d'abandonner au sens strict du terme, mais plutôt au sens bouddhiste du terme, c'est de s'abandonner à soi-même, se laisser aller au plaisir de la vie dans l'ici et maintenant. Et vous voyez, on rejoint dans l'abandon de Jolien ce thème de l'acceptation de soi, c'est accueillir la vie telle qu'elle est, et telle qu'elle se présente, et vivre la non-fixation qui est chère à la pensée bouddhiste. Et là, on est dans une forme d'abandon qui n'est pas l'abandon comme on l'imagine souvent, qui est d'abandonner, non, mais qui est de se laisser aller et on retrouve la notion de lâcher prise. Et quand vous dites, moi, je voudrais que les choses se passent autrement qu'elles se passent pour moi. C'est vrai que là, vous luttez contre l'abandon. Oui. Vous luttez contre l'acceptation. C'est que toute l'énergie que vous mettez à essayer peut-être d'ailleurs de comprendre beaucoup avec votre tête et peut-être pas assez avec votre cœur. Oui, c'est-à-dire un trajet qui n'est pas toujours facile à trouver, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, ce que j'avais retenu de l'entretien avec Caroline, qu'un auditeur avait dit,
que j'avais rien dit dans ce sens-là, pourtant il avait dit que je devais être sûrement méticuleux. Bon, et c'est vrai qu'il y avait un peu de ça aussi. Oui, dans une exigence de perfection. Oui. Vous savez, ça c'est pour faire un rempart contre l'angoisse. Si les choses sont parfaites, alors moi-même je serai parfait. En miroir. Essaye, forcément. Mais personne ne l'est. Et fort heureusement, ce serait très morbide, la perfection. Oui, mais ça, c'est encore ce qu'on peut essayer de faire sur soi, c'est-à-dire moralement, quoi. Mais c'est vrai que sur son physique, on ne peut pas grand-chose. Et donc, décidément, je vois plutôt ça comme, à peu près comme le handicap, quoi. Mais regardez, dans le physique, Bernard, prenez un chanteur comme Gainsbourg, on ne peut pas dire que c'était... Voilà. Ah oui, mais je prends l'exemple exprès... pour vous faire envisager et entrevoir que nos capacités de séduction, et fort heureusement, ne sont pas liées à nos, j'allais dire, à nos traits physiques. C'est quand même une énorme réussite par ailleurs. Non, c'est ce qu'il est. Non, c'est la personne qu'il était, bien sûr. Après, il y a ses réussites, mais pour attirer, les femmes. C'était sa personnalité, c'était son intériorité, ce qui dégageait, c'était la poésie, ce qu'il avait à dire au monde. Donc, on est bien dans quelque chose qui n'est rien qu'à soi. Voilà, un Gainsbourg, bien sûr, il y en a qu'un. Alors là, vous me parlez de la célébrité. Je pense que c'est pas la célébrité qui a uniquement fait. Et au tout début, d'ailleurs, de sa vie, il n'était pas dans une extrême célébrité. Il était déjà avec Brigitte Bardot. Donc, c'est juste pour vous faire entrevoir, mais j'ai pris effectivement un exemple célèbre pour vous le faire comprendre, mais je suis persuadée, autour de nous, on connaît tous des gens qui ne sont pas particulièrement beaux au sens où on pourrait l'entendre des canons de beauté que nous renvoient des pubs, et pourtant on apprécie et qu'on aime. Mon Dieu, ce serait trop triste si on aimait les gens que s'ils étaient beaux. D'ailleurs, oui. Tout à l'heure, c'est Sandrine qui a employé le mot accepter. Oui, on peut s'accepter, mais de là à se désirer, il y a encore une marche, quoi. Je veux dire, oui. Et puis bon, à se désirer soi-même. C'est-à-dire non, pas se désirer, à se sentir désirable, quoi, si vous voulez. Oui. Justement, et donc. C'est pas suffisant de se sentir sympathique, aimable, c'est encore autre chose d'être désirable, quoi, quand même. Mais pour vous, le fait de se sentir désirable doit passer par le physique, forcément. C'est vrai que je dois bloquer un peu là-dessus. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui sont excessivement sensuels, qui ont, comme on dit, du sex appeal en anglais dans le texte, et parce qu'ils dégagent quelque chose d'eux-mêmes, et ça n'a rien à voir, encore une fois. C'est probablement aussi parce que je me mets toujours je réfléchis toujours en réciprocité, quoi. C'est vrai que moi, effectivement, je ne peux pas. Vous ne vous trouvez pas beau. Envie. Oui, non, mais réciproquement, je n'éprouve pas de désir vraiment pour des gens qui ne sont pas, comme on dit, comme tout le monde sait ce que c'est quand même les femmes belles, quoi. Mais parce que vous allez rechercher, vous avez besoin de soi pour restaurer la vôtre. C'est pour ça que c'est ça que vous recherchez chez l'autre, ou enfin chez la femme en l'occurrence. Sans doute pour restaurer la vôtre. Et ça, c'est quelque chose qui vous regarde parce qui est lié au regard que vous portez sur vous. Oui, enfin, c'est quand même le regard qu'on a sur soi, c'est celui qu'on vous a envoyé, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément. Et c'est vrai que au lycée, ça s'est pas forcément très bien passé. Enfin, je veux dire, les ados entre eux, ils sont quand même assez durs. On sait assez vite à quoi s'en tenir quand même de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas eu de résilience là. Il y aurait eu un trauma sans résilience. C'est pour ça que la résilience, ça vous parle. Oui, vous me parlez là d'un passé qui n'est pas passé. Vous êtes resté fixé sur le fait qu'on vous a renvoyé quelque chose. Vous avez changé. Vous avez quel âge, Bernard, aujourd'hui ? Eh oui, 57, je sais plus, j'essaie d'éviter de compter. Mais d'accord. Enfin, en gros, oui. Donc vous êtes plus en cours de récréation ? Oui, ça n'empêche que l'image que je peux avoir, elle s'est construite comme ça, et puis enfin, ça n'a jamais été vraiment démenti par la suite, quoi. Oui. Il y a un auditeur qui envoie une très jolie citation: la beauté cachée des laits se voit sans délai. Oui, c'est du Gainsbourg. Et oui, c'est du Gainsbourg, exactement. Mais oui,
Et c'est étrange, dit Anne en vous écoutant, car moi je ressens plein de jolies choses chez Bernard. Vous voyez, elle veut bien parler avec vous. Et puis un autre auditeur qui dit il faut lire l'éloge de la fadeur de François Julien. Vous savez, le sinologue. Le mérite de la fadeur est de nous faire accéder à ce fond indifférencié des choses. Cet ouvrage est très beau et permet d'ouvrir les yeux sur notre propre beauté. Ça, voilà un livre pour vous, Bernard. Je ne connaissais pas, oui. L'éloge de la fadeur de François Julien. Oui. François Julien, donc. Oui, le sociologue, J-U-2-L-I-E-N. Ah oui, ma foi. Bon, et oui, c'est... Alors, il y a Adèle qui veut vous rassurer. Elle dit, si ça peut vous rassurer, je suis plutôt mignonne et je n'ai jamais été attirée par des jolis garçons. Je préférais les hommes avec des cicatrices, dit Adèle. Oui. Beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup, vous croyez, je sais pas, oui. J'en rencontre pas beaucoup, en tout cas. Oh, j'ai pas de cicatrice, d'ailleurs, c'est pas ça non plus, mais enfin bon... Alors, il y a un auditeur qui dit « Je suis pas beau, j'ai un bon bidou et je suis avec un mannequin féminin suisse. » Il y a vraiment une histoire qu'on se raconte sur soi, là. Claude qui dit « Le contenu est plus important que le contenant. » Ça vient sûrement parce que sans doute je suis assez rigoureux moralement et donc je me pose réciproquement la question. C'est vrai que moi, j'arriverai pas. Enfin, je peux pas dire à quelqu'un de pas très beau que j'en ai envie. C'est pas possible. C'est bon. Et même là, avec la relation que j'ai actuellement, c'est pas toujours évident, quoi. Je veux dire, j'essaie d'être tendre et tout, mais enfin, c'est quand même pas l'idéal dont j'ai toujours rêvé, quoi. Enfin, voilà. Oui, donc c'est ça qui est, comme dit Cathy, la chose la plus importante pour vous, en fait. En fait, vous aimez des femmes pour leur beauté. Mais oui, et puis tout le reste aussi, je veux dire. Oui, mais on sent que c'est le critère le plus important pour vous, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas évident pour tout le monde, ça. J'espère pas, parce que vous voyez, si tous les hommes pensaient comme vous, qu'est-ce que ça veut dire la beauté? On peut être tellement bien avec quelqu'un et la relation est tellement importante à tout prendre. Qu'est-ce qui est le plus important? Après, ce sont ces critères personnels, mais vous, ça vous renvoie à une histoire, on sent très personnelle. Et quand vous parlez d'être méticuleux, d'être dans la rigueur, on sent que vous contenez, que vous cherchez à contrôler, à maîtriser. La beauté, c'est du contrôle aussi. Ma psy l'a déjà dit, oui, ça, effectivement. Pardon? Ça, ma psy l'a déjà dit. Ah oui, ça sent le contrôle, ouais. Oui, mais bon, n'empêche que ça me paraît tellement évident que ce qu'on cherche, ce qu'on apprécie, c'est ce qui est beau là, en musique, enfin dans les paysages, n'importe, de toute façon. C'est pas la même chose, c'est de quelle façon on est touché. Regardez même un paysage, chacun est touché différemment par des paysages. Un terrain vague peut émouvoir énormément quelqu'un parce que ça le touche et ça raconte il y a aujourd'hui des grands photographes qui font des photos de sites industriels qui sont magnifiques. Vous voyez, il y a plein de sortes d'éléments du paysage très, très variés qui peuvent toucher des individus. Donc là encore, attention parce que moi je vous entends faire des généralités qui vous enferment et par le biais de ces généralités, ça vous permet de contrôler votre propre croyance. Et là, ça vous aide pas du tout justement à cet abandon dont on parlait tout à l'heure. Oui. Disons que j'essaie de temps en temps de me rassurer en me disant que c'est quand même plus compliqué, que j'ai tendance à simplifier effectivement. Et donc c'est plus compliqué que ça et qu'après tout, il y a tout pour faire un monde, quoi. Enfin bon. Mais bon, statistiquement quand même, c'est plus dur pour certains que pour d'autres, quoi. C'est surtout beaucoup plus dur pour des gens comme vous qui souffrent et qui se racontent, j'ai envie de prendre le mot de handicap, que le fait de physiquement pas être au standard, le vivre, moi c'est ce que j'entends, que vous le vivez presque comme un handicap. Mais oui, mais pas. Et ça rejoint le témoignage réécoutez Sandrine ou Michel, parce que ça peut vous parler vraiment. Oui. Oui. Il y a Liso qui dit il ne comprend pas qu'il y ait une beauté qui se révèle au fil du temps quand on apprend à connaître l'autre, qu'on voyage avec l'être. En tout cas, je le lui souhaite. Oui.
C'est un sentiment qui peut, qu'on peut appeler amour, ce qu'on appelle généralement amour, mais enfin n'empêche que du point de vue du désir strict, disons, physique, je vois pas comment contourner ça quand même. Je vous laisse avec vos croyances, Bernard. Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle et douce nuit. Je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini et son grand direct des médias, et on se retrouve demain soir à 23h.